Cette vidéo est sponsorisée par livreancien.fr. Plus d'informations en fin de vidéo. Encore aujourd'hui, plus d'un demi-siècle après sa mort, une très grande majorité de Français évoquent son nom avec fierté et nostalgie. Même parmi ceux qui ne l'ont pas connu de son vivant. Il est considéré par beaucoup comme un héros de guerre en 1945, puis comme celui qui créera un cadre politique propice au développement économique de la France en 1958. Vive la République! Vive la France! Toutefois, cela ne l'empêchera pas d'avoir des détracteurs, notamment parmi les intellectuels de son temps, et même de terribles ennemis qui tenteront de l'éliminer. De Gaulle, un nom qui fut tantôt celui d'un général de la France libre face à la barbarie nazie, tantôt celui d'un président, fondateur de la Ve République, qui guidera une nation française en plein essor, la célèbre parenthèse dite des 30 Glorieuses, dans une période de tension internationale connue depuis sous le terme de guerre froide. Par son amour de la France, par sa volonté d'en faire une puissance nucléaire, souveraine et alliée aux États-Unis, mais non alignée sur leur doctrine, Charles de Gaulle bénéficie de son vivant et même depuis sa disparition d'une place prépondérante dans l'esprit et le cœur des citoyens français. Malgré tout, ils sont nombreux à lui reprocher de grands défauts, à commencer par la constitution de la Ve République elle-même, qui donne beaucoup de pouvoir au président, à son Premier ministre et à leur gouvernement, et ce, au détriment des députés censés représenter la souveraineté nationale. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Une réalité qui, en 2023, 65 ans après la promulgation de la Ve République, se montre de plus en plus imposante. Sans compter ses décisions concernant la guerre d'Algérie, les essais nucléaires dans le Pacifique, ses ingérences au sujet du Québec libre ou son incompréhension du mouvement social et populaire de mai 1968. Mais dans la balance de ces bonnes et moins bonnes décisions, l'équilibre montre quand même que Charles de Gaulle fait et fera pour longtemps partie des grands hommes de l'histoire de France comme de celle de l'humanité. Mais c'était également un auteur prolifique, dont les mémoires et les écrits concernant le pouvoir, qu'ils soient militaires ou civils, leurs usages et leurs conséquences sur les sociétés sont intemporels et riches d'enseignements. Conserver les connaissances utiles, intemporelles et riches d'enseignements, c'est une philosophie que partage également Frédéric Douin, fondateur du site livreancien.fr qui sponsorise cette vidéo. Certains esprits chagrins partagent la triste pensée que plus personne ne lit, que les libraires disparaissent les uns après les autres et que l'avenir appartient aux géants de la distribution qui écrasent les commerces de nos anciens. Frédéric Douin n'est pas de cela et il décide de se battre. Sur livreancien.fr, c'est plus de 8500 titres, certains d'entre eux ayant été imprimés sous Louis XVI, Napoléon ou durant l'entre-deux-guerres. Vous y dénicherez des ouvrages introuvables ailleurs, des livres qui auront voyagé, connu des époques aujourd'hui disparues et dont une large partie des auteurs reste étudiée, quand d'autres se révèlent être de véritables pépites cachées dans l'ombre de l'histoire. C'est le cas de ces deux ouvrages que livreancien.fr m'a permis de découvrir et que je suis heureux d'ajouter au monument de mon esprit. Une édition de 1704 de la vie du Père Joseph, aussi connu sous le titre d'Éminence grise, le personnage historique dont la vie a inspiré la création de cette chaîne et une figure auquel je consacre également une vidéo si son histoire vous intéresse. Ainsi que les souvenirs du capitaine Parquin, officier dans l'armée de Napoléon qui a servi entre 1803 et 1814. Un ouvrage splendide qui, en plus d'être un témoignage direct de la vie militaire lors des campagnes napoléoniennes, est agrémenté de superbes illustrations. Vous aussi, faites vivre la connaissance, participez à la conservation et à la transmission du savoir. Soyez curieux, et la vie n'en sera que plus belle. Dans l'un de ses ouvrages, Le fil de l'épée, De Gaulle nous offre une riche part de son expérience militaire, de sa compréhension de la guerre, de celle de la politique et de la nécessité de savoir allier les deux en période de conflit. 160 pages dans lesquelles il exprime ses réflexions sur le rôle et l'influence de l'armée dans la société. Il y parle également des défis auxquels la France de l'entre-deux-guerres doit faire face. Visionnaire, l'officier souligne l'importance de l'indépendance stratégique et de la modernisation des forces armées pour assurer la sécurité nationale.
C'est un esprit qui se rend compte de l'évolution du temps et comprend l'absolue nécessité de s'y adapter. Dans son livre, De Gaulle démontre également quelles doivent être les qualités d'un chef militaire comme celles d'un leader politique. Comment, en temps de conflit, il est important de laisser le militaire faire les choix tactiques, mais que la stratégie doit être convenue entre l'armée et le gouvernement sous peine de division et donc de défaite. Découvrons à présent quels éminents conseils nous pouvons tirer des réflexions de Charles de Gaulle à travers l'une de ses œuvres majeures, Le fil de l'épée. Qui aurait imaginé à cet instant que, pensant sortir avec beaucoup de difficultés d'une épidémie planétaire, nous aurions à affronter en quelques semaines d'inimaginables défis? La guerre revenue sur le sol européen, après l'agression russe, jetant son dévolu sur l'Ukraine et sa démocratie. Des dizaines, peut-être des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés, une effroyable crise énergétique, une crise alimentaire menaçante, l'invocation des pires menaces, y compris nucléaires. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? De Gaulle analyse que l'intelligence est nécessaire, mais qu'elle ne s'accorde pas bien avec l'action. Et c'est encore plus vrai en temps de guerre. Il cite le philosophe Henri Bergson. Nous sentons bien qu'aucune des catégories de notre pensée ne s'applique exactement aux choses de la vie. En vain, nous poussons le vivant dans tel ou tel de nos cadres. Seulement tous les cadres craquent, car ils sont trop étroits par rapport à la multitude de la vie. Notre raisonnement, si sûr de lui quand il circule à travers les choses inertes, se sent mal à l'aise sur ce nouveau terrain très mouvant qui est celui de la réalité. Malgré tout, une action qui serait lancée sans intelligence est une erreur également. Nous pourrions donc accorder intelligence et action à travers cette capacité à imaginer l'avenir, cette capacité qu'on appelle l'anticipation. En temps de conflit, pour diluer le fameux brouillard de la guerre évoqué par Clausewitz, il existe de très nombreux moyens d'anticiper les mouvements de l'adversaire. L'espionnage, la récupération d'informations par des prisonniers, la capacité de se mettre dans la peau de l'adversaire, la connaissance du terrain qui nous fait comprendre que telle zone n'est pour l'instant pas importante, mais pourrait le devenir si tel événement se déroulait de la part de l'adversaire. Bref, l'anticipation, c'est savoir jouer avec l'imprévisible. Et lorsque, historiquement, nous avons des dirigeants politiques qui nous demandent qui aurait pu prévoir tel événement global, qui aurait pu prévoir telle guerre, qui aurait pu prévoir telle situation chaotique dans notre pays, c'est là un aveu de faiblesse. Un aveu sur le fait de ne pas avoir considéré l'ensemble des outils et des sources d'informations que nous avons à disposition pour justement anticiper. Alors, lorsqu'un président nous dit qu'il faut anticiper un problème qui est celui par exemple de la retraite en France, ou un autre qui est celui de renforcer nos armées face à de probables conflits de haute intensité à l'avenir, il nous montre bien qu'il est capable d'anticipation, mais qu'il ne l'applique pas à l'ensemble des problèmes dont il a la charge. Le chef, le leader, doit donc être capable d'avoir une vue globale sur notre passé, sur notre présent et surtout sur ce que le présent nous permet d'imaginer comme avenir. Utopique, optimiste, dystopique ou pessimiste, peu importe. Il s'agit d'un devoir en tant que dirigeant d'être capable de s'appuyer sur tous ceux qui nous secondent pour user de cette capacité qu'est l'anticipation. L'âme du chef. C'est une position qui n'échappe ni aux historiens, ni aux fans du général et encore moins à ses adversaires politiques. Charles de Gaulle est un inconditionnel de la structure hiérarchique en tant qu'organisation. Ainsi, dans Le fil de l'épée, il met en avant la figure du chef, du leader, celui qui inspire quelque peu la crainte, mais avant toute chose le respect et la stabilité. Car bien qu'en période de paix, la figure du chef soit soumise à la bonne volonté, voire à la moquerie et même à la détestation de certains de ses hommes, en temps de guerre, le chef se doit d'être à la fois le socle sur lequel les hommes s'appuient et le toit sous lequel ils s'abritent. De Gaulle s'appuie sur deux aspects essentiels du leadership, le caractère et le prestige. En termes de caractère, le chef doit faire preuve de responsabilité, d'exemplarité dans le comportement et d'un esprit froid dans la plupart de ses prises de décision. Le chef est créateur de l'action, meneur dans la réussite.
Toute son œuvre n'a pas pour but la gloire personnelle, mais l'accomplissement de ce qui doit être fait pour le bien de ceux qu'il commande. S'il doit en imposer, le chef le peut par ses actes, par son attitude, mais également par la distance. Car si on aime avoir un chef proche de ses troupes, il ne faut pas oublier qu'il est le décideur et qu'au besoin, les ordres donnés peuvent être lourds de conséquences. Aussi, cette attitude proche doit être celle de la loyauté et du respect, pas celle de la camaraderie. C'est à cette distance, ce mélange complexe entre respect, loyauté et crainte, qui est également aux sources du prestige. Prestige d'autant plus personnifié que déjà en 1932, De Gaulle considérait qu'il y avait une perte de l'autorité des chefs, car il y avait une perte des valeurs morales, une diminution de la noblesse des attitudes, autant dans les corps que dans les esprits. D'ailleurs, s'il vous fallait une preuve que des esprits aux idéologies contraires peuvent s'accorder sur des faits de société, c'était également en 1932 que Paul Nizan, intellectuel communiste, fustigeait les philosophes de salon dans son pamphlet « Les chiens de garde », un ouvrage dont nous avons déjà parlé en podcast sur la chaîne et dont je vous mets le lien en description. C'est peu dire que tous ceux qui s'exclament encore aujourd'hui « c'était mieux avant » sont en fait aveuglés par la nostalgie, au point qu'ils en ignorent les défauts qui jalonnaient leur jeune temps. Ainsi, dès 1932, pour Charles de Gaulle, ce n'est plus la fonction, mais l'attitude qui fait le prestige d'un chef. Et l'histoire peut-elle lui donner tort? Prenons en exemple l'année 1954. En cette époque, René Coty succède à Vincent Auriol à la tête de la présidence de la 4e République. Regarde, c'est notre Raïs à nous. C'est monsieur René Coty, un grand homme. À l'hiver de cette même année 1954, un certain Abbé Pierre lance son célèbre appel au nom des sans-abri, mourant de froid. D'un poste pourtant bien moins élevé socialement que les deux premiers, c'est bien l'attitude du troisième qui, dans l'esprit des citoyens, jouira du plus grand des prestiges. L'abbé Pierre ne se considérait peut-être pas tel un chef, mais bien nombreux furent ceux qui le suivirent et vouèrent leur existence à poursuivre son action, tandis que les deux précédents ont été relayés au couloir poussiéreux de l'histoire politique. En plus de savoir anticiper, d'allier le caractère et le prestige du comportement, il faut au chef la clairvoyance d'être en adéquation entre les moyens et les possibilités de son époque. Apprécier les circonstances dans chaque cas particulier, tel est donc le rôle essentiel du chef. De Gaulle écrit « Du fait qu'il les connaît, qu'il les mesure, qu'il les exploite, il est vainqueur. Du fait qu'il les ignore, qu'il les juge mal, qu'il les néglige, il est vaincu. » Tel général disposant d'une armée excellente et l'ayant minutieusement rangée en bataille, est vaincu parce qu'il ne s'est pas renseigné sur l'ennemi. Ce fut le cas pour Rome et les légions de Varus qui, dans les forêts de Teutobourg, furent anéantis face aux Germains d'Arminius. Tel politique, ayant la volonté, la durée, disposant des ressources d'un grand pays et d'un solide système d'alliance, échoue à appliquer ces réformes parce qu'il ne discerne pas le caractère de son temps. Tel industriel, puissamment outillé, s'être ruiné pour avoir méconnu l'état du marché. Tel vidéaste qui préfère s'enrichir en appauvrissant l'esprit de ses spectateurs à coups de gigaoctets de médiocrité, à lui la rançon, mais pas la postérité. La dernière ligne étant un ajout personnel, elle n'enlève rien à la qualité des précédentes. Des leçons que De Gaulle aurait dû d'ailleurs s'appliquer à lui-même en 1968. Mais il faut croire qu'une vie faite de victoires aura peut-être fini par embrouiller l'esprit du président ou alors de l'ancien général. Quoi qu'il en soit, en 1969, le président Charles de Gaulle remit sa fonction en jeu auprès de ses citoyens. Et la majorité décida que le général, devenu président, n'était plus en adéquation avec les désirs des votants. C'est donc en toute dignité, avec l'exemplarité, le caractère et le prestige d'un véritable leader, que Charles de Gaulle quittera définitivement l'Élysée et la politique pour prendre place dans l'histoire, le cœur et l'esprit de son peuple. La dernière partie de l'ouvrage s'intéresse aux relations qui existent entre le politique et le militaire. Et c'est une partie que je vous invite à découvrir par vous-même en vous procurant le fil de l'épée de Charles de Gaulle, que ce soit dans votre bibliothèque ou parmi les liens que vous trouverez sous la vidéo. Charles de Gaulle, que vous aimiez ou non le personnage, reste quelqu'un qui a eu à cœur de préserver l'intégrité de son pays,
la volonté de le maintenir dans une certaine indépendance tout en le développant. Mais qui pour ce faire a dû prendre des décisions pragmatiques, décisions qui, si elles étaient bonnes pour la France, ne l'étaient pas forcément pour d'autres nations. Pour autant, le fil de l'épée est selon moi un classique indispensable de toute bonne bibliothèque. À l'instar du Prince de Machiavel, du Léviathan de Hobbes, du Capital de Marx, le fil de l'épée procure à l'esprit une vision du monde à même d'affiner votre jugement critique et une arme pour délivrer votre ambition.